Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir ce matin pour une conférence sur la blockchain, donc organisée par la revue Opération immobilière et Moniteur Juris. La conférence va s'attacher à démontrer les impacts de la blockchain dans l'immobilier ou en quoi la blockchain est un outil pour l'immobilier. Voilà. Elle est animée par Aurélien Onimus, que je remercie d'avoir accepté d'animer cette conférence. Il est fondateur de Manager l'innovation et auteur d'ouvrages sur le sujet. Je vais vous laisser la parole, Aurélien. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bonjour à tous. Du coup, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors, moi, pour faire un petit peu rapidement une introduction, donc je m'appelle Aurélien Onimus et j'ai fondé Manager Innovation, donc j'aide majoritairement à la création et gestion de start-up. Mais à côté de ça, j'ai un petit peu été pris de passion pour la blockchain et en l'occurrence, ça m'a conduit à l'écriture de un, puis deux, puis trois ouvrages, dont le dernier sur la blockchain appliquée à l'immobilier, parce que j'ai eu la chance de travailler quasiment 2 années en fait dans l'immobilier en tant que manager de projet. Et il y avait pas mal de choses qui me semblaient importantes à fluidifier potentiellement avec cette technologie. Du coup, j'ai étudié le sujet et ça a donné l'écriture d'un bouquin édité chez Erol, donc la blockchain appliquée à l'immobilier. À l'immobilier, pardon. Voilà, du coup, Anne-Charlotte, je te laisse la parole parce qu'il y a la petite partie technique. Oui, merci Aurélien. Voilà. Alors, juste sur cette slide, vous pouvez voir comment vous pouvez interagir avec nous en posant des questions. Toutes les questions seront traitées à la fin de la conférence par Aurélien. Voilà. Donc, il suffit de cliquer sur la petite flèche comme c'est indiqué sur la slide. Voilà. Bah, écoute, Aurélien, je te repasse la parole. Allez, c'est bon, du coup, on va démarrer. Alors, je vais démarrer par une toute petite question. J'aime bien la poser, cette question. Ça me permet de savoir un petit peu la sensibilité de l'audience, la connaître un petit peu. Et bref, j'en dis pas plus. À quoi correspond ce montant selon vous? Donc là, Christophe, je sais pas si tu as des choses à dire ou Alors, voilà. en effet, merci Aurélien. Voilà, donc nous venons de lancer un sondage qui est en lien avec la question posée par Aurélien. Donc voilà, je vous remercie de bien vouloir voter. Voilà, encore un petit effort, comme ça on atteint un quorum satisfaisant pour bien démarrer ensemble ce webinaire. Voilà, je pense qu'on va rester encore une vingtaine de secondes sur cet écran donc, qui pose la question, savez-vous à quoi correspond ce montant qu'a affiché Aurélien Onimus de 54 191 euros? Alors, on affichera les réponses, bien évidemment, pas de manière nominative, mais ça permet cette petite interaction pour se mettre en jambe. Voilà, allez, encore un petit effort ceux qui n'ont pas voté, et je clôture le sondage très rapidement. Voilà, impeccable, merci beaucoup. Alors Aurélien, je vais partager les résultats du sondage que vous voyez s'afficher. Ok, super, super, super. Ok, génial. Ok, du coup, bah, je vais répondre à la question. Alors, en fait, c'est la plus haute valeur jamais atteinte par le Bitcoin. Ça a été en avril 2021. Pourquoi je mentionne ça? C'est intéressant, en fait, et vous allez le voir par la suite. Le Bitcoin, c'est pas forcément l'essentiel de ce qu'il faut retenir sur la blockchain. Il n'empêche que c'est quand même représentatif de la dite technologie. Et c'est important de voir quand même qu'il y a une tendance de marché qui est quand même assez conséquente, qui a fait que finalement l'offre et la demande a fait évaluer un Bitcoin au montant de 54 191 euros. Il me semble que d'ailleurs que c'était le 14 avril. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que récemment, il a chuté et du coup, les médias se sont emparés du sujet, mais ça, je pourrais en parler avec vous dans les questions-réponses si vous le souhaitez. Alors, pour en venir un petit peu à l'immobilier, en fait, il y a une chose qui est intéressante, c'est que le 25 juin 2019, on a quand même la première transaction immobilière en France qui a été effectuée via blockchain. Et ça a été effectué pour l'hôtel particulier Anna, donc qui est situé à Boulogne-Billancourt, pour un montant de 6,5 millions d'euros.
Et les fondateurs aiment bien dire que ça a coûté seulement 150 € de frais annexes et que ça a duré 30 minutes de faire la transaction. Alors, c'est un peu vendeur dit comme ça. Dans les faits, c'est un petit peu plus complexe parce qu'il y a quand même une énorme préparation technologique, juridique, etc. Il n'empêche que ça apporte potentiellement une perspective de ce vers quoi on pourrait aller dans la transaction immobilière. Vous allez voir par la suite, je vais essayer d'énoncer un petit peu tous les sujets et donner mon humble avis, on va dire, suite à mon analyse du marché blockchain et IMO. Alors, avant de commencer, je suis quand même obligé de faire un petit, en témoigne justement les réponses du sondage, je suis quand même un petit peu obligé de faire un petit laïus, entre guillemets, sur finalement, qu'est-ce que la blockchain, en quoi ça consiste et pourquoi c'est intéressant, c'est une technologie intéressante. Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que la première chose, c'est que la blockchain, c'est une philosophie. D'accord? En fait, c'est né finalement plutôt dans la Silicon Valley d'un mouvement qu'on appelle les cypherpunks. Donc ça, je vous en parlerai juste après. Et c'est un mouvement un petit peu de geek, mathématicien, informaticien qui a cherché à, en fait, qui a plutôt identifié qu'il allait avoir un problème avec Internet. Donc je vous rappelle, dans les années 90, c'est quand même assez novateur de penser ça, sachant qu'Internet, c'était pas du tout, comme on dirait, mainstream aujourd'hui, à cette époque, pardon, comme aujourd'hui justement. Et l'idée, en fait, c'est ils comprennent en fait que des acteurs majeurs vont réussir à s'emparer en fait de cet Internet. Ils vont réussir à monopoliser les données et que potentiellement la liberté individuelle sera potentiellement bafouée ou tout du moins elle sera plutôt floue et que la capacité des individus à disposer de leurs propres données sera de plus en plus compliquée et complexe. Donc bon, pour l'époque, c'est quand même assez visionnaire. Et ce qui se passe en fait, c'est que ces personnes-là, c'est vraiment des experts en informatique et surtout en mathématiques. Et ils cherchent justement à initier un mouvement qui dit finalement, qui part d'un constat assez simple, c'est de dire, mais moi, quand je vais chez le buraliste, par exemple, acheter un journal, le buraliste a juste besoin de savoir que j'ai l'argent pour acheter le dit journal, et moi, j'ai simplement besoin de savoir que le buraliste possède le journal. J'ai pas besoin de connaître l'identité de l'acheteur. En l'occurrence, quand vous allez sur Internet, c'est ce qui se passe. On vous demande une infinité de choses pour que vous puissiez justement effectuer cet achat, qu'on puisse remonter cette transaction, et pour d'autres raisons, évidemment, qui sont somme toute logiques. Et donc, vraiment, l'approche, c'est de dire, ben, on crée un mouvement philosophique qui va permettre en fait à tous euh, de, de s'agréger autour d'une technologie, et cette technologie, ce sera la blockchain. L'objectif, c'est de dire, voilà, moi, demain, en fait, l'objectif du mouvement, pardon, c'est de dire, si un organisme central, typiquement aujourd'hui on pourrait parler d'un Google ou d'un Apple, a un problème dans ses serveurs, si les serveurs chutent, finalement tout le système chute, toutes les données qui sont collectées par Google sont perdues. Et en l'occurrence, l'idée c'est de dire on peut créer un système qui est décentralisé, dans lequel finalement un réseau tout entier détient tout ou partie des informations qui sont importantes et qu'il faut conserver. C'est-à-dire que la chute d'une personne dans le réseau, d'un ordinateur dans le réseau, ne va pas engendrer la perte de toutes les données dans le réseau. Et ça, c'est intéressant. Et c'est vraiment sur ce sur quoi se focalise ce mouvement philosophique des cypherpunks. Alors, cypherpunk, pourquoi? Parce que cypher, c'est sa référence au fait au chiffrage. C'est un petit peu la science du secret. Et c'est aussi une référence au cyberpunk, donc le monde futuriste. C'est un petit peu alors plutôt, c'est plutôt un truc futuriste, un peu geek. Euh, voilà, c'est une projection un petit peu finalement de l'humanité plus tard, notamment dans l'espace urbain. Et voilà, c'est un mouvement qui s'est initié comme ça et qui a choisi cette dénomination pour les raisons que je viens de vous donner. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre, c'est vraiment une philosophie. La deuxième chose, c'est que déjà, comme je vous l'ai dit, ce mouvement a été initié dès les années 90 et on trouve des traces de brevets ou d'organismes tels que la NASA dans les années 70. Donc c'est quand même quelque chose qui est relativement ancien malgré tout ce qu'on veut nous faire croire aujourd'hui ou tout ce qu'on pense simplement aujourd'hui. Hein. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui fait que c'est récent, c'est vraiment l'arrivée de Bitcoin en fait. C'est vraiment Bitcoin qui dicte un petit peu l'apogée de la technologie ou tout du moins son passage à une strate supérieure. Donc Bitcoin, donc ça a été créé par une personne dont on ne connaît pas le nom ni l'identité. On ne sait pas si c'est un groupe ou une entreprise. On n'en a aucune idée. La seule chose qu'on sait, c'est que ça a été créé en octobre 2008. Et l'objectif du Bitcoin, ça a été de prouver qu'il était possible finalement de réaliser une transaction sur Internet, typiquement en e-commerce, sans passer par un intermédiaire. C'était vraiment l'objectif du Bitcoin. Et pourquoi le Bitcoin est une consécration entre guillemets dans cette technologie blockchain? En fait, on a eu plein d'expérimentations avant Bitcoin.
comme je vous l'ai dit, depuis les années 90, vous vous doutez qu'il y a eu plein d'expériences, plein d'expérimentations, de monnaie numérique, etc., qui ont été plutôt certaines des échecs, mais à chacune, en fait, il y a eu un apprentissage. Et Bitcoin marque une chose, c'est qu'il y a eu, en fait, le créateur a réussi à résoudre un problème jusqu'alors, en fait, qu'on pouvait simplement pas résoudre. C'était de dire, on peut gérer la notion de double dépense, c'est-à-dire qu'on est capable de déterminer si un individu, lorsqu'il a uniquement 100 euros sur son compte, on va dire, dépense ces 100 euros en même temps pour acheter, j'en sais rien moi, un pantalon et en même temps pour acheter un pull, on est capable de déterminer que finalement cette double dépense est impossible parce qu'il n'a que 100 euros sur le compte. À l'époque, des monnaies numériques avant Bitcoin, c'était impossible. Et ce rôle-là, en l'occurrence, c'est un petit peu la banque qui le remplit aujourd'hui. Donc Bitcoin a vraiment permis ça, réaliser des transactions sans intermédiaire et surtout à solutionner un problème jusqu'alors qui n'était pas résolu. C'était vraiment de dire, on peut imaginer qu'une personne qui a vraiment 100 bitcoins sur son compte, elle va dépenser que 100 bitcoins et pas 200. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment, ça fait émerger du coup de nouvelles perspectives. Dans la définition commune de Bitcoin, ça on pourra en débattre aussi si vous souhaitez échanger un petit peu sur le sujet, on dit que c'est un registre distribué, un livre ouvert accessible à tous. Ce qui est vrai, vous pouvez accéder en temps réel à toutes les transactions Bitcoin en ligne et voir, voilà, tel numéro de transaction, ça correspond à tel montant, etc. Ça, vous pouvez le faire et c'est ça l'avantage de Bitcoin aussi, c'est de dire que c'est accessible à tous, donc on ne peut pas tricher. Hein, l'objectif aussi, ce qu'il faut comprendre dans l'émergence de Bitcoin, il y a aussi un enjeu géopolitique et je dirais même politique au sens strict du terme, qui est quand même important, c'est que Bitcoin émerge à la fin du subprime, des crises des subprimes, où il y a quand même une énorme crise de confiance relative aux établissements bancaires et financiers. Et en fait, finalement, Bitcoin cherche un peu à dire, regardez, arrêtez d'être comme des moutons, achetez Bitcoin. Bon, ça ne veut pas dire que je cautionne ça, mais ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que c'est vraiment l'approche. Et du coup, c'est ça en fait. On a vraiment une remise en cause du système financier qui est vraiment illustrée à la fois par une avancée technologique brutale de la technologie, donc Bitcoin, et en plus par une concomitance avec des événements politiques et financiers dans le monde. Donc ça qui est intéressant. Donc je disais un registre ouvert, un livre distribué. Et il y a aussi une chose évidemment, c'est l'aspect sécurisé. Le fait que finalement, on dit, finalement le fonctionnement un peu de la blockchain Bitcoin, c'est de dire au plus il y a de participants à cette blockchain, au plus il y a de chances que cette blockchain soit sécurisée, que les transactions soient inviolables. Le principe justement même du Bitcoin et au sens plus large de la blockchain, c'est l'inaltérabilité des transactions. C'est-à-dire que quand une transaction elle est effectuée, on ne peut pas revenir en arrière. Donc c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est aussi ça qui justifie cette approche philosophique dont je vous ai parlé. Aujourd'hui, dans le système bancaire, on peut revenir en arrière. Et là, vraiment, la blockchain, c'est vraiment une autre approche. C'est vraiment de dire, on ne peut pas revenir en arrière, ce qui est fait est fait, et c'est certifié. Ou à ce moment-là, si on veut revenir en arrière, on recommence une nouvelle transaction. Donc, on passe du coup, grâce au Bitcoin, à simplement une interface où on disait, voilà, je suis en une organisation, je veux envoyer de l'argent à une autre organisation, j'ai la banque, j'ai ma banque qui joue son rôle, c'est-à-dire qui vérifie que j'ai bien les fonds, qui vérifie que le destinataire dispose bien d'un compte, que c'est bien quelqu'un d'authentique. J'ai justement ma banque qui vérifie que je ne fais pas une double dépense, etc., etc. Ça, c'est ce que fait le tiers de confiance reconnu. Donc, je dis la banque, mais ça peut être une institution au sens large, etc. Avec Bitcoin, le principe, c'est de dire finalement tout ça, c'est vérifié de façon informatique par la blockchain. C'est aussi simple que ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, surtout, c'est que l'approche de Bitcoin, c'est un premier palier vraiment, on va dire, important d'évolution de la blockchain. C'est de dire que on peut potentiellement mettre fin aux intermédiaires financiers en ligne. Ça, c'est intéressant. Donc, on parle très souvent d'ailleurs de peer-to-peer, donc peer-to-peer network. Donc, c'est vraiment un réseau de pair à pair. Donc, finalement, de particulier à particulier ou plutôt d'ordinateur à ordinateur. Mais c'est vraiment l'approche qu'il faut comprendre. Bitcoin, c'est vraiment ce premier levier qu'il parvient à lever. La deuxième chose qui est intéressante dans la blockchain, et généralement on dit souvent que c'est le deuxième palier justement, qui est intéressant, c'est l'émergence des smart contracts, des contrats intelligents, dont on verra d'ailleurs qu'ils ne sont pas si intelligents que ça, mais ça, ce sera après qu'on va en parler. Finalement, c'est avec l'émergence surtout d'Ethereum, en juillet 2015, créé par Vitalik Buterin, donc qui est finalement, l'approche est la suivante, c'est de dire, finalement, si on peut transférer de l'argent, si on peut transférer un aspect monétaire sur Internet sans intermédiaire, pourquoi on ne pourrait pas le faire pour les contrats, en fait, de façon équivalente pour tout ce qui est contractuel. Et c'est là que c'est intéressant. Et finalement,
le constat est le suivant, c'est que tous les contrats fonctionnent de la façon suivante. Il y a évidemment un préambule, une introduction, mais surtout un élément central dans un contrat qui est très intéressant, c'est les conditions. Et alors, du coup, dans l'immobilier, on parle souvent de conditions suspensives. Donc, ça correspond voilà, à potentiellement plusieurs conditions qui doivent être levées avant l'exécution du dit contrat, ou plutôt pour enclencher un paiement, etc., etc. Et ça, finalement, Ethereum, c'est donc ce logo que vous voyez, hein, donc c'est la blockchain Ethereum, elle permet entre autres de réaliser ce type de contrat de façon intelligente. Et en fait, comme je le disais, c'est peut-être pas si intelligent que ça. Il n'empêche que c'est fonctionnel et ça peut marcher pour certains cas d'usage que vous verrez après. Et finalement, comme je disais, tous les contrats fonctionnent avec des conditions. Donc en fait, c'était simplement un contrat, c'est une succession de conditions si. Donc c'est if. euh, pour les anglophones, je pense qu'il n'y aura pas trop de difficultés, mais voilà. Donc c'est les fonctions si. Et c'est si et. Alors si telle condition et telle condition sont exécutées, alors sont remplis, pardon, alors on exécute le contrat, si ou, etc. Donc comme je dis, c'est pour ceux qui sont très familiers avec Excel, ben, ça c'est relativement pareil. La différence quand même, c'est qu'on a la capacité d'inscrire ce contrat dans la blockchain et de certifier que ce contrat, c'est bien celui qu'on a validé ensemble finalement. Et ça, vous le verrez aussi, il y a des cas d'usage qui sont intéressants. Donc finalement, Ethereum, ce que cherche à apporter Ethereum, c'est la simplification contractuelle, tout secteur confondu. Le troisième aspect, qui est le dernier palier, on va dire, et qui est finalement, alors je pense que personnellement, je pense que c'est peut-être le plus intéressant dans l'immobilier, à voir justement les évolutions juridiques, mais c'est vraiment la tokenisation. Alors, tokenisation, ça fait un petit peu gros mot. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un token, c'est un jeton. Un jeton, c'est finalement la retranscription d'un actif, d'accord, qui soit tangible ou intangible, finalement, sur une blockchain. Donc, on va dire, par exemple, on a un brevet. Alors, je vais vous donner des exemples. Par exemple, donc, la monnaie, par exemple, elle peut être représentée. On peut représenter $1 numériquement parlant. On peut dire que voilà, si je détiens ce jeton, finalement, je détiens cette monnaie. Je détiens ce dollar. On peut dire aussi que si je détiens tel jeton, je détiens une fraction ou tout un appartement. On peut dire aussi, voilà, j'ai ce diamant, j'ai un certificat qui authentifie que ce diamant est authentique. Ça, on peut le faire aussi. On a aussi des aspects intéressants qui sont relatifs aussi à cet aspect justement tokenisation, c'est le fait qu'on puisse inscrire numériquement des droits ou devoirs relatifs finalement à un actionnariat, etc. Donc ça, je vous donnerai plus de détails après. On peut inscrire par exemple une consommation électrique. On peut dire voilà, on inscrit un brevet, etc. numériquement et on certifie que ce brevet est authentique. On peut le faire. On peut aussi le faire. Alors ça, c'est assez marrant. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait avec ce chat? Non, en fait, c'est un cas d'usage que je trouvais assez drôle et qui est revenu un petit peu à la mode il y a 2-3 mois. Et ça, c'était à l'époque, j'en parlais dans mon deuxième livre. C'est le cas d'usage, donc, on parle de CryptoKitties, donc les chats crypto, on va dire. Et non, c'est intéressant parce qu'on peut créer aussi un concept de rareté digitale. Ça, je vais pas trop m'étaler dessus, mais si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Mais c'est un sujet très intéressant qui permet de faire émerger en fait une notion de rareté de tout ce qui est sur Internet. Ça paraît un peu fou, mais je voulais sur ce teasing. Si vous voudrez poser des questions, n'hésitez pas. Voilà, donc c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment trois aspects finalement qui ont émergé du Bitcoin. Déjà, on a une révolution transactionnelle, faire des transactions sur Internet sans intermédiaire, c'est très intéressant et c'est ce qu'a permis Bitcoin. Réaliser des transactions contractuelles, finalement transférer une notion contractuelle via la blockchain, c'est intéressant, c'est ce qu'a fait Ethereum. Et enfin, on a une révolution plutôt financière qui là est liée au fractionnement des actifs, à l'inscription des actifs sur Internet, sur une blockchain, pardon, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc on a vraiment ces trois versants qui font que la blockchain, c'est vraiment un sujet qui est intéressant et d'ailleurs dont on parle très souvent dans les secteurs bancaires, logistiques, etc. Et aussi évidemment dans l'immobilier. Alors, il y a certains versants que j'aimerais juste élucider avant d'entrer dans le vif du sujet blockchain et IMO. Hein. Je suis obligé de faire cette intro, comme je vous l'ai dit, pour bien vous parler un petit peu de pourquoi la technologie est importante. Alors, il y a une première chose. Donc déjà, on a dans le milieu crypto, blockchain, on parle de Bitcoin avec un petit b ou Bitcoin avec un grand B. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Bitcoin avec un petit b, c'est la monnaie. Bitcoin avec un grand B, c'est la blockchain Bitcoin. Ensuite, on a une notion de token ou crypto-monnaie. Finalement, le token, il peut englober tout type d'actifs. Donc, c'est vraiment, comme ce que je vous ai dit précédemment, ça va du brevet à la consommation électrique à une carte de collection digitale. Et la crypto-monnaie, c'est vraiment la monnaie qui sert d'échange au sein d'un réseau blockchain. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on a, ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est que on parle de la blockchain, mais en réalité, il y a plusieurs blockchains.
il y a vraiment plusieurs blockchains et plusieurs technologies blockchain. Finalement, une blockchain, on peut la réguler comme on veut. C'est vraiment un réseau strict. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, il existe plus de 3000 crypto-monnaies. Pas toutes n'ont une blockchain propre, il n'empêche qu'un bon nombre d'entre elles en ont, et ça fait que chacune en fait dispose de règles informatiques strictes et qui sont bien définies. Donc on dit souvent la blockchain pour simplifier, ou plutôt peut-être que ça complexifie un peu la chose, mais en réalité aujourd'hui il y a plusieurs blockchains, et ça c'est un sujet dont je pourrais parler aussi en ouverture. Mais voilà. Ensuite, alors, il y a le sujet ICO, STO, ça je vais peut-être en parler après. Ce sera plus intéressant, je pense. Et il y a le sujet de la DeFi, Decentralized Finance. Donc ça, c'est pareil, vous pourrez poser vos questions. C'est un sujet qui est intéressant quand même, qui est plutôt, alors qui a été à la mode, qui revient. Bon, voilà, on est sur un sujet technologique, donc il ne faut pas s'étonner qu'on ait des hauts et des bas sur les tendances. C'est un petit peu le principe des technologies novatrices. Et donc, Decentralized Finance, c'est vraiment un principe de dire, bah, finalement, on peut réaliser de façon pair à pair, on peut finalement dupliquer un système financier. Donc dire, voilà, je prête à A, prête à B, et finalement tout un système informatique régit la sécurité de la transaction, etc., au lieu que ce soit une banque qui le fasse. Donc là, on est vraiment dans un niveau financier supérieur qui risque potentiellement, on parle vraiment de bouleversement du monde financier. Et ça, c'est vraiment un sujet intéressant, la DeFi, que vous pourrez aussi, qu'on pourra creuser aussi ensemble si vous souhaitez. Maintenant, je vais rentrer dans le cœur du sujet. Alors, le cœur du sujet, blockchain immobilier. Vous allez me dire, mais pourquoi? Du coup, après tout ce que vous avez expliqué, Aurélien, pourquoi blockchain immobilier? Alors, en fait, c'est très simple. Vous avez déjà un premier aspect qui est quand même intéressant, c'est l'aspect immobilier. C'est quand même un géant économique. Euh, on a, alors, il y a une étude de HSBC, je pense qu'elle est datée de 2018, qui estime que dans le monde, la valeur totale des actifs immobiliers dans le monde, elle excède les 228 000 milliards d'euros. Donc là, j'ai mis 200 000 milliards d'euros parce que c'était plus facile à écrire. Non, mais voilà, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la valeur totale des actifs immobiliers, elle excède ce montant, ce qui est quand même astronomique. On a même du mal à se le représenter. Déjà, quand on passe à des montants en milliards, ça commence à être compliqué. Mais voilà, ça, c'est vraiment, je dirais, le poids économique de l'immobilier dans le monde. Donc, c'est l'équivalent de 3 fois le PIB mondial, sachant que le PIB mondial, à un moment donné, donc je vous ai donné le chiffre à 228. Donc là, à un moment donné, le PIB mondial était à 79 000 milliards. Donc voilà, c'est vraiment cet équivalent-là. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir ça qui se rapporte. Et au niveau national, c'est 15% de la production nationale. C'est quand même pas rien. Et donc c'est vraiment, comme je le dis, un géant économique. Ce qu'il faut comprendre, alors, il y a quand même une chose qu'il faut élucider aussi, éclaircir aussi avant d'entrer sur concrètement les cas d'usage, c'est que l'immobilier, finalement, c'est quand même un secteur qui évolue depuis peu de temps. Et ça évolue et c'est porté notamment par des entreprises qui représentent ce qu'on appelle la PropTech, donc la Property Technologies. Donc en fait, c'est simplement voilà, les entreprises technologiques qui sont relatives à l'immobilier finalement. Et ce mouvement PropTech, on peut le définir depuis une quarantaine d'années. On peut dire plutôt qu'il a émergé voilà, dans les années 80. Et il est représenté par différents secteurs de l'immobilier. On a le premier qui est la FinTech, donc c'est les Financial Technologies, donc c'est toutes les boîtes qui cherchent finalement à innover financièrement euh, via la technologie justement. On a aussi toute la partie économie collaborative qui a pas mal apporté d'évolution sur ce sujet. On a les Smart Cities évidemment, on a les Smart Buildings, les Ligatech. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, comme je vous disais, ça a commencé surtout dans les années 80, et ça c'est intéressant, c'est qu'en fait, la PropTech c'est vraiment né, ou plutôt oui, voilà, ça a pris forme vraiment quand on a commencé à utiliser des classeurs Excel. Vous allez me dire, c'est assez drôle. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a eu l'émergence du PC, donc Personal Computer, on a pu commencer finalement à réaliser des calculs de dimensionnement, par exemple, de poutres, de dimensionnement d'ouvrages, etc., via des matrices Excel, un outil informatique automatisé qui à l'époque était révolutionnaire, croyez-le ou non. Donc ça, c'était dans les années plutôt 80. Ensuite, on a eu une deuxième étape qui était très intéressante. C'est donc la PropTech 2.0. On parle de PropTech 2.0, c'est la modélisation, donc avec des outils comme AutoCAD, par exemple, où on peut finalement modéliser en 3 dimensions un bâtiment. Une fois qu'on l'a dimensionné sur Excel, on peut intégrer ou lier ces données sur un logiciel qui va le dimensionner en 3D. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce stade, donc plutôt on va dire dans les années 90-2000, on est toujours à un niveau de développement immobilier où l'information est en silo. C'est-à-dire que c'est vraiment la personne qui est sur l'ordi, qui travaille sur son Excel, qui fait sa modélisation, qui a accès à toutes les informations de dimensionnement, etc., etc. On n'est pas encore dans une information partagée.
qui est intéressant, c'est l'émergence du BIM, donc le Building Information Modeling. C'est un petit peu, on va dire, la représentation de la PropTech 3.0. Donc, qui a plutôt émergé, on va dire, on va dire 2005, 2006, 2007, cet horizon-là, qui permet justement de travailler sur des maquettes 3 dimensions, travailler sur finalement un socle commun d'ouvrages en collaboration avec toutes les équipes. Donc, le BIM, aujourd'hui, il commence à être implémenté dans pas mal de boîtes et il commence maintenant à être implémenté même dans des PME, ce qui est quand même intéressant. Et lui, c'est vraiment la représentation de la PropTech 3.0. Et moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment de la PropTech finalement 4.0. Donc, c'est-à-dire, alors ces termes, hein, c'est pas moi qui les invente, c'est-à-dire que c'est vraiment des termes qui sont avérés dans l'évolution du système. Donc, vous pourrez aussi les regarder si vous voulez en savoir plus. Il y a notamment un document de Oxford qui est super intéressant sur le sujet. Donc, la PropTech 4.0, elle est représentée, on peut la représenter finalement par 3 technologies. La première, c'est la blockchain. Donc là, je vous mets le logo Bitcoin parce que c'est en général assez évocateur. L'intelligence artificielle, et ensuite il y a la partie IoT, Internet des objets. Donc c'est un petit peu ces 3 versants dont on dit qu'ils peuvent représenter la PropTech 4.0 parce que justement ils permettent de dire que dans un environnement incertain, dans un environnement où le contexte sanitaire, le contexte d'évolution urbaine, hein, parce qu'on va vers vraiment une évolution de la population dans les villes. Hein. Je crois qu'on devrait atteindre d'ici 2050 65% de la population mondiale dans les villes, donc c'est quand même pas rien. Donc, vous avez quand même un vrai sujet qui arrive concomitamment à l'évolution de ces technologies. Maintenant, je vais entrer dans le vif du sujet, c'est concrètement à quoi, finalement, quel est l'apport de la blockchain dans la transaction. Donc, une hypothèse, ce serait justement de réduire les coûts et délais de transaction. Et ça, justement, je vais vous donner plus de détails maintenant. Alors, ce qu'il faut comprendre généralement, hein, donc c'est pas tout en détail, mais dans la transaction immobilière, on a généralement les étapes suivantes. On a une décision de procéder à la vente. Ensuite, on a un choix du notaire, finalement. Ensuite, on a finalement un compromis de vente. Ensuite, on a un dépôt de garantie qui va engendrer par la suite potentiellement des expertises techniques sur le bien, des financements projets, la réalisation d'un acte de vente et un enregistrement cadastral. Bien sûr, on peut intégrer des étapes intermédiaires. Bien sûr, il n'y a pas tout. C'est vraiment pour donner un aperçu de comment ça fonctionne et potentiellement d'ailleurs des étapes peuvent s'intercaler entre d'autres. Mais c'est vraiment intéressant d'avoir ce processus en tête. Et ce qu'il y a, c'est que finalement, ça engendre la présence de beaucoup d'intermédiaires. Vous avez le notaire, vous avez l'agent immobilier, vous avez potentiellement des avocats, parce que ça peut arriver aussi. Vous avez potentiellement des promoteurs, ça peut arriver aussi. Vous avez plateforme de mise en relation. Vous avez une banque. Vous avez potentiellement une assurance. Des experts immobiliers, des experts en diagnostic technique immobilier. Donc vous avez pas mal d'intermédiaires. On peut arriver très vite à un nombre d'intermédiaires conséquent. Et du coup, on arrive à un terme qui est assez communément admis. Alors d'ailleurs, c'est une personne. Alors, je ne sais pas si elle assiste au webinaire, mais en tout cas, c'est une personne qui m'a donné le terme et j'ai trouvé ça judicieux. On parle d'asymétrie informationnelle dans la transaction immobilière. Et en l'occurrence, je trouve que ce terme est assez illustratif. C'est vraiment toute ou partie des informations est détenue un petit peu par finalement certains intermédiaires, et ça engendre finalement une perte de temps et d'argent. C'est aussi simple que ça. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que moi, je vous ai dit justement précédemment, oui, la blockchain, ça permet de supprimer les tiers de confiance. Et en l'occurrence, il faut quand même que je fasse un petit focus sur le notaire, parce que le notaire, on croit souvent qu'il va disparaître. Du coup, je réponds un petit peu déjà dans la question, est-ce que c'est la fin du notaire? En fait, en l'occurrence, pour être très, très bref, en France, et je pense même au niveau européen, la question de est-ce que le notaire va disparaître aux dépens de la blockchain parce que la blockchain finalement joue le rôle de tiers de confiance, je pense que c'est un non catégorique, c'est-à-dire que ce qui est imaginable, c'est que la blockchain apporte quelque chose au notaire, et ça on verra après. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un sujet juridique. Aujourd'hui, le notaire, c'est un officier ministériel, c'est un représentant de l'État. Et en l'occurrence, quand il rédige un acte authentique, il parle en tant qu'État. Et ça, même la technologie blockchain ne peut pas le faire. Ce qu'elle peut faire la technologie blockchain, c'est apporter une valeur probante, c'est-à-dire agir au niveau d'une preuve. Donc ça, c'est vraiment le rôle de la blockchain. Et il faut bien le comprendre. Donc c'est pour ça qu'il y a des cas d'usage qui sont plus pertinents que d'autres. Des cas d'usage où on ne nécessite pas forcément des actes authentiques, on peut penser à la blockchain. Il n'empêche qu'une preuve, au sens juridique du terme, elle reste à l'interprétation des juges. Ça veut dire que si elle n'est pas jugée pertinente, c'est out. Et ça, c'est vraiment, il faut le comprendre. Ça ne rend pas pour autant la blockchain inutile.
ça fait que justement, il y a des cas d'usage où il faut considérer que ça revient finalement aux représentants de l'État. Et donc ça, du coup, je balaye cette affirmation, d'ailleurs, très très vite aussi dans mon bouquin, parce que c'est un vrai sujet aussi d'expertise, c'est-à-dire que le notaire, il n'est pas seulement là pour signer, il apporte une expertise, il apporte un conseil auprès des clients, et c'est vraiment l'interface entre finalement, si je devais le faire un peu schématiquement, entre finalement les acheteurs et vendeurs et le cadastre, le service de publicité foncière qui est représentatif de l'État. Alors, moi, je vais vous donner quelques exemples d'acteurs qui cherchent à fluidifier la partie transaction IMO, sachant que cette partie transaction IMO, vous allez le voir, en fait, il y a des intérêts ou non d'utiliser la blockchain, et surtout, il y a différentes approches. Donc là, par exemple, il y a deux boîtes que je vous cite qui sont américaines. La première, c'est Propi, donc la petite maison bleue que vous voyez. C'est Propi, alors elle, c'est intéressant parce qu'elle s'intéresse justement au rôle de l'agent immobilier. Et elle dit justement que l'agent immobilier, lui, doit se servir de cette technologie pour améliorer finalement ou faciliter son travail. Donc en fait, c'est simplement une plateforme qui répertorie toutes les étapes de transaction de A à Z finalement entre acheteurs et vendeurs. Et finalement, c'est l'agent immobilier qui gère tout ça. Le petit plus de Propi, c'est surtout qu'il y a un atout vente, c'est-à-dire qu'il y a un suivi de vente, c'est vraiment la partie commerciale. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est eux considèrent que la blockchain doit être au service de l'agent immobilier, pas chercher à le supprimer. Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se servent de la blockchain finalement pour certifier les étapes d'avancement. Une fois qu'une étape d'avancement est validée, finalement, on inscrit ça dans la blockchain, on dit voilà, telle étape est validée, et ça permet justement de certifier qu'on a tous été d'accord sur l'avancement ou tous été d'accord sur les documents signés. Donc ça, c'est intéressant, c'est un cas d'usage intéressant. Et surtout, ils se servent de la blockchain pour réaliser simplement les transactions, la transaction du bien immobilier. Ensuite, on a Imbrex, donc qui est intéressant aussi, qui cherche à. Alors là, pour le coup, leur approche est totalement différente. C'est une boîte aussi américaine qui cherche à supprimer l'agent immobilier, qui dit finalement à quoi sert l'agent immobilier. On va créer un réseau un petit peu. Alors, l'expression, c'est un petit peu Amazon de l'immobilier, quoi. Mais on va créer finalement un réseau qui permet finalement l'échange de biens de pair à pair. Et finalement, tout ce réseau, il va être régi par une blockchain. Il y aura une crypto-monnaie qui va être afférée à ça. Il va y avoir surtout un aspect majeur de la solution que je trouve judicieux, et c'est pour ça que je vous en parle aussi. C'est il crée une sorte en fait de répertoire d'historique de vente des biens, et ça permet en fait d'avoir une traçabilité vraiment sur le long terme sur les transactions réalisées, à combien elles ont été réalisées, à combien du prix au mètre carré, pour quel montant, etc., etc. Et ça permet aussi, dans un deuxième temps, et c'est leur objectif aussi, c'est de créer une trame commune de valorisation des biens immobiliers pour tous les agents immobiliers ou tout du moins les acteurs, pardon, pour tous les acteurs qui sont au sein de cette plateforme. Donc ça permet finalement de lever un petit peu cette contrainte de dire ah, je ne suis pas agent immobilier, comment est-ce que j'estime un bien? Donc c'est très intéressant, c'est une approche qu'il convient quand même de comprendre. Et du coup, vous avez vraiment deux approches contradictoires. L'une qui cherche à centraliser le rôle de l'agent et dire c'est l'agent immobilier qui fait tout, et l'autre qui cherche à dire finalement acheteur et vendeur peuvent se débrouiller seuls. Ensuite, vous avez une plateforme qui est intéressante, donc c'est MyNotary. Alors eux, pareil, hein, ils ont une approche aussi finalement de plateforme qui répertorie toutes les étapes de transaction de A à Z. Alors eux, c'est intéressant parce que ils énonçaient justement utiliser la blockchain, et finalement, il y a peut-être, j'échange ponctuellement justement avec un des cofondateurs qui m'énonce que finalement, il n'y a peut-être pas toujours un intérêt à utiliser la blockchain. Donc c'est super intéressant d'avoir cet avis-là aussi. Et vous avez ContractChain, alors ça qui est une boîte très intéressante, qui est somme toute technologiquement, on pourrait la considérer très basique, n'empêche qu'elle utilise un petit peu de blockchain justement pour agir. Et c'est intéressant parce qu'en fait, la promesse est simple, c'est en gros être sûr du contrat consigne. Là, pour le coup, moi aussi, je parle aussi un petit peu de vécu. Comme je vous l'ai dit au tout début du webinaire, j'ai travaillé aussi dans la promotion immobilière, et j'ai vécu le cas où on a 25 000 versions du contrat d'architecte, 47 versions du contrat de maîtrise d'œuvre, et au bout d'un moment, vous avez un peu mal à la tête et vous savez plus en fait quel document a été validé. Et c'est vraiment un cas, pour le coup, là je parle de vécu, donc c'est très drôle parce que ils en parlent justement parce qu'un des fondateurs aussi a une expérience assez conséquente dans le bâtiment. Donc c'est assez drôle. Et justement, leur promesse, c'est d'utiliser la blockchain simplement pour certifier en fait que le dernier, en fait, pour certifier le document validé, dire voilà, on est sur un accord de tel document, on inscrit ce document dans la blockchain, ce document il est crypté, et si demain on veut savoir quel document est le bon, en fait, on va le comparer avec celui qu'on a inscrit il y a 2 ans dans le logiciel. Et si ça ne correspond pas, ça veut dire que ce n'était pas le bon. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. C'est un cas d'usage très simple. Comme je vous l'ai dit,
on en fait beaucoup des caisses avec les technologies. Là, aujourd'hui, et en ce moment, c'est beaucoup la mode de la blockchain. Il y a peut-être 5 ou 10 ans, c'était l'intelligence artificielle. Mais il faut quand même se cantonner au cas d'usage très concret et pratique. Et en l'occurrence, ça l'est. Ensuite, on a Cymont, que je trouve super intéressant. Alors, eux, ils interviennent plutôt dans un versant aval de la transaction immobilière, mais c'est intéressant parce qu'ils permettent, entre autres, de réaliser des votes en assemblée générale. Et ils utilisent la blockchain, ils inscrivent les votes dans la blockchain pour les certifier justement et je dirais jouer un petit peu le rôle de pré-AG aux AG physiques obligatoires dans les copros. Donc ça, c'est super intéressant. On a aussi, alors, pour montrer un exemple, c'est ça qui est intéressant, je vous parlais tout à l'heure de transparence avec Imbrex, on a un cas d'usage qui est intéressant, qui est développé par l'État, quand même, qui est super intéressant, qui dit, voilà, euh, on, euh, on cherche à développer un outil, finalement, de transparence, de comment dirais-je, des données en fait accessibles, des historiques de transactions. Et ça, c'est une initiative du gouvernement qui a été lancée en mai 2019. Et c'est super intéressant parce que ça va permettre d'inscrire un petit peu plus de transparence dans le marché immobilier parce que c'est un vrai sujet, en France notamment. On peut aussi voilà, imaginer un cas d'usage avec la blockchain où on automatise les contrats intelligents, on crée des contrats intelligents et on dit voilà, si telle et telle condition sont levées, par exemple le banquier décide que telle ou telle condition serve à accorder un prêt, alors on accorde tel prêt. Ça, c'est quelque chose qui peut être automatisé très facilement via une blockchain Ethereum. C'est très simple et c'est vraiment quelque chose qui peut être développé. On a aussi une boîte qui est intéressante qui s'appelle Holarchy et qui développe un cas d'usage donc il appelle le Smart Buy et c'est intéressant parce qu'il cherche en fait à développer alors déjà ils ont prouvé le concept est fonctionnel à développer un cas d'usage où finalement on arrive à automatiser la partie contractuelle d'un bail finalement entre un particulier et justement le bailleur et du coup, c'est intéressant parce qu'on a toute la notion de conditions levées, de paiement automatisé, potentiellement en crypto-monnaie, etc., qui est intégrable dans leur solution. Donc, c'est super intéressant. C'est un cas d'usage aussi très concret et très pratico-pratique, qui fonctionne aussi et qui évolue aussi en fonction finalement des hausses du marché. Donc, c'est pas finalement, ça rend le contrat qui était mort, ça le rend un petit peu vivant. Et ça, c'est super intéressant. Et finalement, avec une tech comme ça, c'est plus facile parce qu'on peut vraiment certifier et authentifier chaque phase essentielle, je sais pas moi, de paiement et d'autres éléments intéressants comme ça. Ensuite, ce qui est intéressant, alors ça c'est un cas d'usage qui n'est pas développé, pour le coup c'est une petite piste que je donne, qui peut être potentiellement intéressante, c'est le fait de pouvoir intégrer potentiellement toutes les parties prenantes dans une blockchain. C'est une suggestion, c'est un sujet qui peut être énoncé, j'ai pas encore vu de cas d'usage concret aujourd'hui, mais finalement, un sujet qu'avait souligné justement Sacha Boyer de MyNotary, c'était de dire, et ça c'était super intéressant, et c'est ce qu'il faut retenir aussi dans la blockchain, hein, la blockchain, ça permet de certifier finalement et horodater un document qu'on intègre. Par exemple, j'intègre un PDF dans une blockchain, je dis voilà, il est intégré telle heure, tel jour, et potentiellement, si c'est une photo, on peut même dire à tel endroit, par exemple. Donc ça, c'est intéressant, c'est un cas d'usage très concret. Mais on ne peut pas finalement authentifier que l'information en soi soit la bonne. C'est-à-dire que moi, je peux écrire un acte, mettre n'importe quoi dedans, le mettre dans une blockchain, et finalement, la blockchain ne va pas dire ah, l'acte est bien rédigé. C'est impossible, ça relève de l'expertise. C'est pour ça que ça redonne encore un argument au notaire, comme je le disais précédemment. Mais en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est de dire finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas intégrer toutes les parties prenantes d'une transaction dans une blockchain et dire finalement c'est une blockchain et petit à petit, toutes les phases de transaction, elles sont certifiées et validées au sein de la blockchain et surtout en toute transparence. Par exemple, on dit voilà, pour valider telle étape, il faut la signature de telle personne. Pour valider tel document, il faut la signature de telle partie prenante, telle autre, etc. Et donc, ça pourrait aussi engendrer potentiellement une réduction des coûts et délais. Et du coup, le tout de façon certifiée. Alors ça, c'était la partie transaction. Sur la partie investissement, je pense que c'est, selon moi, une partie qui est vraiment intéressante. L'objectif de la blockchain dans l'immobilier, sur la partie investissement, donc je vous ai parlé de l'aspect tokenisation tout à l'heure, c'est la démocratisation finalement de l'investissement, mais c'est aussi pour les promoteurs, par exemple, une réduction des risques pour leur opération. Alors, il y a un premier constat, c'est que c'est plutôt communément admis que l'investissement immobilier, c'est plutôt opaque et coûteux. C'est-à-dire que c'est quand même pas évident d'estimer si ça vaut le coup ou pas d'investir dans un bien et il faut quand même commencer à développer une certaine expertise et une connaissance de marché. Et pour un novice, c'est vraiment difficile d'analyser le marché. Il y a peu de transparence, l'analyse elle est relativement subjective et c'est vraiment finalement vous pouvez avoir des écarts d'estimation entre agences immobilières, ça se fait même s'il y a une expertise, même un expert immobilier, il peut vous donner un montant différent de valorisation d'un bien par rapport à un autre.
Et le ticket d'entrée est relativement élevé. Alors ça, c'est un sujet qui est intéressant parce que les tickets d'entrée, par exemple, on a les SCPI, donc qui est euh, finalement le placement potentiellement le moins coûteux dans l'immobilier. On a des tickets d'entrée à partir de 500 euros. En général, c'est ce qu'on dit, on donne des tickets d'entrée à partir de 500 euros. Vous avez quand même pas mal de frais annexes qui sont quand même assez conséquents. Donc on monte facilement à des frais annexes qui dépassent les 10% quand on retire son, sa souscription à un SCPI, etc. Donc c'est quand même un sujet qui mérite encore d'être approfondi et d'être affiné, notamment grâce à la blockchain. Et comme je le disais, il y a un risque aussi pour un promoteur, par exemple, quand il lance une opération immobilière, il y a quand même un risque assez conséquent finalement de tout perdre, hein, parce qu'on a la vision un petit peu sublimée des promoteurs qui, je sais pas, on pense à Donald Trump, je sais pas, on peut penser à Vinci, on peut penser à Bouygues, on pense que les promoteurs sont tous riches. Non, c'est très possible de faire plus 1 million sur une opération et d'un coup descendre à moins 1 million, parce qu'il y a énormément de risques. Donc ça, c'est intéressant à souligner, c'est vraiment un constat hein, que je donne ici. Et le but là, par exemple, de la blockchain, donc pour répondre à ça, l'objectif, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir démocratiser l'investissement immobilier. Alors, la première chose, c'est faciliter l'accès à la propriété. Pourquoi? Parce que vous avez, par exemple, je vais donner le cas d'usage qui a été fait par EquiSafe en tout début de ce webinaire, de réalisation d'une transaction pour un montant de 6,5 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est possible d'accéder, par exemple, sur ce type d'opération, à un ticket d'entrée avec la blockchain et de dire, voilà, moi, je détiens une part de cet hôtel pour l'équivalent de 1 euro. J'ai 1 euro de cette part, ou j'ai 10 euros qui représentent finalement une fraction de possession de cet hôtel. Ces 10 euros, du coup, vu que l'hôtel fonctionne, ils vont me générer du revenu, proportionnel à ce que j'ai investi, évidemment. Mais du coup, c'est intéressant parce que finalement, on se dit, même quelqu'un qui n'a pas de capital peut accéder à l'investissement immobilier grâce à la blockchain. C'est vraiment la promesse de la blockchain. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de cas d'usage. Vous avez encore, ça je pourrais en parler aussi après si vous avez des questions, beaucoup de flux juridiques. Il n'empêche que c'est un sujet extrêmement intéressant parce que la perspective est là. La perspective, c'est de dire, pour 1 euro, j'ai une part d'un immeuble, j'ai une part d'un hôtel, j'ai une part d'un bien professionnel, d'un local professionnel, etc. Et donc, je peux générer des revenus à partir de ça. Ça vous paraît rien, vous allez me dire, c'est ridicule parce que les pourcentages sont peut-être de 5, 7, 8, 10, 12% de rentabilité, peut-être. Mais pour quelqu'un qui gagne le SMIC, mettre un ticket de 500 euros, c'est pas évident. Et pourtant, c'est une bonne partie de la population. Et ça, c'est vraiment, il faut vraiment le comprendre. Ensuite, on a, donc, comme je disais, hein, ça revient à ce que j'ai dit, c'est aussi ouvrir l'investissement à tous. Alors, du coup, peut-être que je vais ajouter un argument dans la partie faciliter l'accès à la propriété. Ce qui est intéressant aussi, c'est de dire, euh, finalement, on peut devenir propriétaire plus vite puisqu'on peut acheter de façon fractionnée un bien. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que on peut très vite finalement utiliser ce qu'on appelle un effet de levier en immobilier pour acheter un bien entier par la suite. On peut acheter par exemple de façon fractionnée plusieurs biens et ensuite dire ok, je revends toutes mes fractions de biens et j'achète un vrai bien, soit pour moi, soit destiné à la vente, 100%, etc. Donc ça, c'est intéressant. Vous avez la partie réduction des risques promotion. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? En fait, ça fait un petit peu écho au crowdfunding, donc ça, c'est intéressant. C'est de dire, finalement, aujourd'hui, c'est possible de dire, voilà, je fais une promotion en VFA, donc en vente en futur état d'achèvement, et je dis, voilà, j'ai un immeuble de 10 millions d'euros, j'ai, je sais pas, 40 appartements, et du coup, je vais dire, voilà, je propose aux personnes de bénéficier de la rentabilité que je génère grâce à cette promotion en mettant un ticket variable de, je ne sais pas, 10 à 10 000 euros. Et ce ticket, à moi en tant que promoteur, ça va me permettre de financer l'opération. Et à ces personnes qui investissent de bénéficier d'une rentabilité, je peux par exemple même leur donner un intérêt sur ce qu'ils me donnent, etc. Et donc en fait, ça va m'apporter du fonds propre supplémentaire à ceux que j'ai potentiellement déjà, et en plus à ceux finalement, pour rappel, hein, pour une opération immobilière, il y a quand même trois montants, trois aspects élémentaires, on va dire, pour financer une opération. Vous avez les fonds propres, vous avez le prêt bancaire finalement, et vous avez la partie finalement vente au fur et à mesure de l'état d'avancement. Hein. Donc, c'est les appels de fonds auprès des clients. Et donc, ça peut amener une quatrième source de revenus, voire remplacer une des trois directement via potentiellement un financement participatif, etc. Et c'est intéressant, qu'est-ce que ça apporte en plus du crowdfunding? Donc potentiellement que la question va venir, donc je vais essayer d'y répondre de suite. Ce qui est intéressant avec la blockchain, c'est comme j'ai dit, on peut inscrire un actif tangible. Donc là, en l'occurrence, en France, par exemple, c'est impossible, comme je le dis, le droit de la propriété il est régi par l'État. Donc c'est impossible de prendre un immeuble et de dire je le coupe en 100 parts. Ce qui est possible en France, par contre, c'est de dire je crée une société qui représente cet immeuble et 100 parts de la société vont représenter cet immeuble. Et donc, ces 100 parts, je peux les vendre une à une et chaque part peut correspondre potentiellement à une fraction du dit bien
Et chaque part, finalement, ben, elle peut être liée à des droits et devoirs relatifs à l'actionnariat. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que dans l'aspect supplémentaire finalement de la partie crowdfunding, on peut y ajouter aussi une partie droits et devoirs de l'actionnariat. Et ça, c'est intéressant. Il y a pas mal de boîtes qui font ça. Je vais vous en parler juste maintenant. Et c'est super intéressant parce que ça permet de certifier et finalement de transférer un actif d'une personne à une autre de façon beaucoup plus fluide sans avoir à passer par des registres papier et surtout de façon entièrement certifiée et sécurisée. C'est super intéressant. Et vous avez un aspect qui est intéressant aussi, c'est le fait de pouvoir déporter de la dette promoteur. Alors ça, c'est un cas d'usage qui a été développé notamment aux États-Unis. Je mets quand même un gros point d'exclamation et un risque, on va dire, sur la partie crise des subprimes parce que ça peut faire écho à ça. C'est aussi un sujet que j'énonce dans mon bouquin, mais c'est vraiment intéressant. C'est de dire, en tant que promoteur, par exemple, on a un retard sur la livraison et ça peut arriver en fait sur une promotion. Typiquement, vous avez une incertitude comme la crise sanitaire aujourd'hui, vous pouvez plus commander de matériaux, votre promotion est arrêtée, bon, vous n'avez pas de choix, hein, vous devez arrêter quoi. Ou sinon, vous avez un problème, c'est que sur le marché, il y a un autre bien qui est peut-être bien moins qualitatif, mais beaucoup plus accessible, et du coup qui peut concurrencer votre bien qui est sorti bien avant, etc. Et là, vous pouvez dire, OK, il y a une évolution de marché, je peux potentiellement dire, OK, j'ai une dette, je la véhicule finalement auprès de personnes qui veulent investir dans ce bien. Ils prennent un risque, ils en ont conscience, je leur rétribue des intérêts par la suite. Mais moi, ça me permet de gagner du temps parce que j'ai une échéance bancaire que je ne peux plus repousser et parce que j'ai besoin de cash finalement pour terminer l'opération. Donc ça, c'est intéressant, c'est un sujet. Mais encore une fois, je vous le dis, attention, je vous mets une balise sur la crise des subprimes. Voilà. Mais c'est un cas d'usage en tout cas qui est faisable. Et du coup, voilà, vous avez vraiment plein de choses qui sont intéressantes. Alors, vous avez plein de boîtes. Donc, à droite, alors vous avez un petit logo. Alors, je ne sais pas si on voit ma souris. Bon, alors, c'est pas grave, on voit pas ma souris. Alors, en haut à droite, vous avez ICO. Alors, ICO, en fait, c'est vous avez ICO. Ça, c'est le premier, je dirais, c'est une des formes de levée de fonds en crypto-monnaie. Hein, on dit comme ça. Donc, en fait, vous dites, voilà, on va créer un projet et si vous achetez l'équivalent de X crypto-monnaie, ça vous permettra d'accéder aux biens, ça vous permettra de bénéficier davantage. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que dans une monnaie, ce qu'il faut comprendre, dans l'espace, dans l'écosystème blockchain, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez, comme je vous l'ai dit, y afférer des droits et devoirs. Mais du coup, c'est pas forcément lié à l'actionnariat. Ça peut être aussi des droits et devoirs euh, qui sont afférents à un écosystème. Je m'explique. Si par exemple, un jour, une agence immobilière dit voilà, je vais je vais vendre un bien en crypto-monnaie. Et je vais en même temps créer une crypto-monnaie qui dit si vous détenez cette crypto-monnaie, donc par exemple on l'indexe sur du dollar, vous bénéficierez de 15% d'exonération des charges de copro tous les ans. C'est quelque chose qui est faisable et qui est intégrable à une monnaie directement. Donc ça c'est super intéressant. Ça veut dire que vous pouvez y intégrer des versants de services finalement dans une monnaie. C'est ça aussi qui est révolutionnaire dans la blockchain et qu'il faut bien comprendre. C'est pour ça que c'est intéressant. Il y a des cas d'usage qui peuvent émerger qui sont assez intéressants. Donc ça, sur la partie ICO, c'est vraiment la partie levée de fonds en crypto qui apporte surtout un service. Ensuite, vous avez une partie STO, donc c'est plutôt là, c'est plutôt la partie Securities Token Offerings, donc c'est la traduction. Hein. Et la première de ICO, c'est Initial Coin Offerings. Donc voilà. Donc STO, ce qui est intéressant, c'est la partie financière. C'est vraiment de dire là, par contre, vous possédez un actif numérique relatif à un réseau blockchain. Du coup, le fait d'en posséder, potentiellement, ça peut vous permettre de détenir une rémunération ou un actionnariat dans une boîte. Donc ça, c'est intéressant. Et vous avez des cas d'usage qui sont intéressants. Vous avez Equisafe, qui est, je pense, potentiellement l'un des leaders français, voire européens, dans la partie investissement immobilier, qui utilise la blockchain. Donc, ce que j'aime bien chez eux, c'est qu'ils ne marketent pas la blockchain, ils ne vendent pas la blockchain, pourtant ils utilisent la blockchain. Ça qui est intéressant, c'est que ce qu'ils vendent, c'est vraiment une solution qui apporte une plus-value aux personnes qui cherchent, aux sociétés, aux foncières notamment, qui cherchent à digitaliser leur registre de mouvement de titres financiers. Et Equisafe a des cas d'usage très, très intéressants. Et ce qui est intéressant avec eux, c'est que eux ont choisi de s'indexer sur une monnaie classique. Donc, ils utilisent uniquement le système blockchain pour certifier les mouvements de titres et la détention d'un actionnariat. Donc ça, c'est intéressant, mais ils n'utilisent pas la blockchain sur la partie crypto-monnaie. A contrario, vous avez une boîte qui s'appelle Realty, hein, que je vous ai mis en bas, qui, elle, utilise la crypto pour acheter des biens. Alors, surtout aujourd'hui, je crois que… Alors, c'est une boîte fondée par des Français. Il me semble qu'aujourd'hui, elle est active uniquement aux États-Unis. Mais vous pouvez, de votre canapé, de votre salon, de où vous voulez, acheter une fraction d'un bien aux États-Unis, à Détroit, en crypto-monnaie. Je suis un peu moins fan du cas d'usage, notamment pour les raisons que je vous ai annoncées au tout début, c'est que les crypto-monnaies sont quand même extrêmement volatiles.
Et donc, je pense que les gagnants dans l'histoire, c'est plus ceux qui ont créé la plateforme que ceux qui achètent dessus. Ça reste mon humble avis. Voilà. Et enfin, vous avez, alors une dernière ligne, je ne sais pas si vous avez vu, il y a écrit smart contract appliqué à la VFA. Ça, c'est un cas d'usage qui n'est pas encore développé, mais qui pourrait finalement émerger. C'est de dire, voilà, quand on fait une promotion immobilière, on est contraint en tant que promoteur, comme j'ai dit, à l'avancement de travaux. Est-ce qu'on ne peut pas créer des contrats intelligents qui disent à chaque phase d'avancement de travaux, de façon automatisée, on verse l'argent au sous-traitant et de façon automatisée, on prélève l'argent au client pour les appels de fonds. Et on le fait lorsque, par exemple, on obtient la signature de 2 ou 3 parties prenantes. C'est sûr qu'au-delà, il n'y a pas trop d'intérêt. Par exemple, le maître d'ouvrage, les clients et le maître d'œuvre. Parce que le maître d'ouvrage, c'est celui qui porte le projet, parce que le maître d'œuvre, c'est celui qui valide finalement tous les aspects techniques de réalisation de l'ouvrage sur le site, et parce que le client, c'est quand même celui qui va se faire prélever, quoi. Donc voilà, donc voilà un petit peu, ça c'est une idée qui peut être envisagée. Voilà, donc ça c'est un petit peu toutes les approches qu'il y a dans l'aspect financier dans l'immobilier. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que la blockchain et l'immobilier, c'est quand même un petit peu complémentaire parce que vous avez une notion de très concret, très dur, très traditionnel de l'immobilier et vous avez une notion plutôt rapide et agile des technologies qui est apportée par la blockchain. Vous avez beaucoup de choses qui se développent. Là, j'ai mis vraiment des exemples, il y en a des plus récents. Il y a PayPal qui récemment accepte le paiement en crypto-monnaie. Et puis récemment, vous avez la Banque centrale européenne qui étudie très sérieusement le sujet d'un euro numérique. Vous avez Facebook qui développe la Libra avec malgré tout plein de problèmes, mais en tout cas, ils cherchent à développer quelque chose et à fournir un accès finalement à tout le secteur bancaire aux personnes qui sont non bancarisées d'une façon indirecte. Donc c'est très intéressant. Vous avez vraiment une mouvance publique et privée profonde qui permet justement peut-être d'apporter un petit peu plus d'agilité ou de valeur sur des éléments où il y a vraiment besoin de confiance dans l'immobilier. Vous avez une partie gestion qui est intéressante. Alors là, je vois qu'il est 10h24, donc je vais essayer d'être un petit peu plus rapide. Vous avez une partie gestion qui est intéressante pour la blockchain. Alors, vous avez la partie faciliter l'insertion sociétale, pardon. Donc ça, je vous en ai parlé. Et il y a un cas d'usage très concret qui a été développé par Mastéos et KeySafe aussi en novembre 2019, qui permettait justement à une personne qui était en CDI, qui souhaitait vendre son bien et en acheter un autre, ou tout du moins continuer à investir dans l'immobilier, et une autre personne qui était plutôt freelance et qui n'était pas justement en CDI, qui n'avait pas le tampon CDI pour la banque, et du coup qui souhaitait accéder à la propriété. Et du coup, il y a un cas d'usage qui était intéressant qui s'appelle le cas d'usage, donc c'était c'était au salon Rente, et c'était l'opération au token ou Rente token, enfin en tout cas l'appellation c'est Rente token, quoi, en novembre 2019. C'est intéressant parce que ça permettait de réaliser de remplir, on va dire, le besoin de deux personnes, c'est-à-dire la personne en CDI qui a pu justement investir en plus dans un nouveau bien immobilier, donc accroître ses rendements immobiliers, et la personne designer freelance qui, elle, finalement, n'avait pas la capacité, la possibilité d'emprunter. Il faut savoir quand même qu'on a plus de 20% de la population française qui est en freelance, donc c'est à peu près 7 millions de personnes, et ces personnes-là, en l'occurrence, sont pas en capacité d'emprunter ou c'est très 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 difficile d'emprunter auprès d'une banque. Donc c'est pour ça qu'il y a un vrai sujet en plus dans l'immobilier. Ensuite, vous avez la partie, comme je vous l'ai dit, vous pouvez accéder de façon fractionnée à un bien, posséder une fraction d'un bien. Donc vous avez une notion qui est intéressante, c'est la notion de co-investissement pour bénéficier d'une rentabilité. C'est extrêmement intéressant. Et ça veut dire que finalement, là où on disait, voilà, 100 personnes à gérer dans une assemblée générale, c'est extrêmement compliqué, comment est-ce qu'on fait, etc. Aujourd'hui, on peut le faire avec la blockchain parce qu'on peut transférer les titres très facilement, les droits et devoirs sont transférés aussi, les votes peuvent être inscrits et certifiés. Donc, on a vraiment toute une démarche qui est intéressante de certification aussi sur le point de vue société pure, on va dire. Ensuite, donc voilà, comme je dis, ça peut permettre du coup d'optimiser la gestion de l'actionnariat. Et il y a aussi des boîtes qui sont intéressantes. Alors ça, je pourrais en parler plus en détail si vous le souhaitez. Il y a aussi des boîtes qui s'intéressent aussi à l'expérience locative, qui cherchent justement à concurrencer un petit peu Booking et Airbnb, qui ont pris monopole du marché, qui quand même prennent jusqu'à 20% de commission sur des hôtels. Donc ça fait mal. Si vous avez un hôtel qui affiche un prix sur Booking à 125 €, il est très probable que le prix de vente réel que le chiffre d'affaires réel qu'elle encaisse, c'est 100 € déjà parce qu'il y a 25 € qui sont pris par Booking. Donc c'est super intéressant. Bon voilà, il y a plus de détails si vous voulez m'en poser, il n'y a pas de souci. Et si vous voulez, il y a une boîte qui est intéressante qui s'appelle Logtrip qui cherche finalement à utiliser la blockchain pour réduire un maximum les commissions parce que justement toute la partie où Airbnb prélève des frais parce que justement ils se rémunèrent et gèrent la plateforme, etc. Il y aurait toute une partie de gestion de plateforme qui serait finalement transmise aux membres du réseau et ces membres du réseau seraient récompensés
par l'usage d'une crypto-monnaie propre au réseau. Mais c'est très intéressant parce que pour l'instant, ils arrivent à développer des expériences locatives qui sont un peu moins coûteuses qu'Airbnb et ils s'attaquent aussi au secteur de l'aviation. Pour l'instant, ils arrivent à des 5% de réduction. C'est pas énorme, mais peut-être qu'ils arriveront à plus tard. Et il y a Raspberry aussi qui qui certifie simplement les avis de notation. En fait, qui cherche à créer une plateforme de notation des locataires et propriétaires. Donc, ça a des versions positives et négatives. Et en tout cas, qui certifie ses votes via la blockchain. Donc, c'est un cas d'usage très simple, comme je vous l'ai dit, mais qui est très fonctionnel. Alors, en perspective, du coup, là, ce qui est intéressant, c'est comme je vous l'ai dit, on a la PropTech 4.0 et la blockchain, ça permet d'accélérer finalement la digitalisation du secteur. Pourquoi? Parce que c'est une technologie parmi tant d'autres qui va contribuer à fluidifier finalement tous les process transactionnels, d'investissement, de gestion au sein de l'immobilier. Vous avez, ce qui est intéressant, c'est que la blockchain peut permettre de développer un concept d'identité digitale. Et c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en gros, on peut dire, comme je vous l'ai dit, on peut inscrire un bien immobilier sur la blockchain. Mais si on conjugue cette capacité de la blockchain à inscrire un bien à une technologie qui est le BIM, parce que le BIM permet de la modélisation en 3 dimensions, on arrive à quelque chose de très intéressant. Alors, peut-être pas en France, qu'il y a peut-être pas un intérêt en France, mais en tout cas, c'est quand même très intéressant d'imaginer potentiellement un système cadastral entièrement en 3D, certifié par la blockchain, notamment dans les pays en voie de développement ou en cours de développement, où il y a justement beaucoup plus d'évolution nécessaire au niveau cadastral. Et vous avez une boîte d'ailleurs qui développe des cas d'usage, qui a développé des cas d'usage qui s'appelle BeamChain, qui est super intéressante, et qui a développé des cas d'usage. Alors eux, ils sont pas totalement sur le versant cadastral, ils sont plus dans le versant suivi de réalisation. Et un des cas d'usage qu'ils ont, c'est de dire, voilà, ben, on a une maquette numérique, un contrat d'architecte, il a une maquette numérique, il réalise une phase d'avancement, et bien tac, automatiquement, une fois que la phase d'avancement est réalisée, que c'est certifié au sein de la blockchain, il reçoit un paiement, par exemple. Ensuite, vous avez la partie données urbaines. Alors, c'est intéressant parce que vous avez toute une partie qui est, on va de plus en plus vers des villes connectées. Alors les estimations, on va peut-être arriver, alors je pense qu'on y est, mais peut-être on est aux alentours des 8 à 9 milliards d'objets connectés dans le monde. Et donc ça, c'est quand même énorme. En l'occurrence, objets connectés, hein, ça peut être du smartphone au téléphone, mais aussi aux balises, senseurs, etc. Et on peut imaginer, par exemple, donc là, ça c'est plutôt la partie smart cities, on peut très bien imaginer des villes où les feux rouges fonctionnent de façon automatisée en fonction de la circulation et des capteurs qui ont identifié 500 mètres plus haut ou 2 km plus tôt des voitures qui circulaient ou non. Donc ça, c'est intéressant. Et finalement, il y a quand même un sujet, c'est que le sujet des cyberattaques devient central, c'est-à-dire que de plus en plus de cyberattaques sont orientées sur les objets connectés pour faire dysfonctionner les objets connectés, demander des rançons, etc. Donc ça, c'est intéressant. Et vous avez Chain of Things qui cherche justement à combiner cette partie objet connecté et cette partie blockchain. Donc, qui certifie la production d'électricité à un endroit et authentifie cette production d'électricité justement via la blockchain. Vous avez un autre cas d'usage très concret. Alors, pour être très transparent avec vous, c'est un cas d'usage sur lequel je travaille de façon active. Puisque j'interviens avec Manager Innovation dessus. Et c'est très intéressant, c'est un cas d'usage que j'affectionne tout particulièrement parce qu'il est extrêmement concret. C'est le cas d'usage suivant, c'est une boîte en fait qui dispose de panneaux de permis de construire, qui permet en fait le constat d'affichage de permis de construire via la blockchain. En fait, c'est très simple, vous avez un panneau qui est affiché, vous prenez une photo, cette photo elle est inscrite au sein de la blockchain et ça en fait une valeur de preuve et donc vous pouvez grâce à ça certifier que tel panneau a été affiché tel jour à telle heure. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que maintenant il y a une version 2 qui est en développement, où ils développent une balise GPS qui va permettre d'authentifier en temps réel finalement le placement du panneau pour être sûr que le panneau de construire a bien été affiché durant toute la durée d'affichage et de façon en fait pour laquelle on ne peut pas revenir dessus parce que justement tout est inscrit dans la blockchain. Donc c'est super intéressant et c'est une solution en plus qui peut être utilisée à la fois par des huissiers, des promoteurs constructeurs, mais aussi des particuliers. Donc c'est extrêmement intéressant, c'est un cas d'usage que je voulais vous souligner parce que je le trouve très concret et en même temps lié à plusieurs technologies, donc c'est super intéressant. Ensuite, vous avez le projet Décode, qui est un projet européen, plutôt citoyen, etc., qui s'oriente plus sur les actions citoyennes au sein d'une ville. C'est très intéressant. Alors, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce qu'on arrive bientôt à la fin. Vous avez des cas d'usage donc avec l'intelligence artificielle qui est très intéressant. Donc, comme je disais, le notaire, il va très probablement s'approprier la technologie. Et vous avez un projet qui s'appelle le projet Victor IA, qui est développé par la Chambre des notaires de Paris, qui permet entre autres de certifier la classification de documents notariés au sein de leur serveur. Alors, c'est un nom, alors je ne me rappelle plus du nom, mais ils ont un registre numérique. Et du coup, toute cette partie-là, ça permet de certifier en fait la classification. Donc, c'est super intéressant. Ils s'en servent en conjugaison justement de l'intelligence artificielle.
Vous avez aussi, pourquoi pas, en fait, la possibilité d'imaginer un système de prédiction du marché immobilier. Si vous avez une blockchain qui authentifie toutes les données immobilières transactionnelles qui ont été, finalement, de l'immobilier dans un domaine, par exemple, on peut très bien imaginer ensuite que toutes ces données, vu qu'elles sont certifiées, elles peuvent être intégrées dans un modèle. C'est ça aussi une notion que je voulais mentionner. C'est que une intelligence artificielle, pour fonctionner, elle est pertinente uniquement si les données qui sont intégrées ne sont pas dupliquées et si les données intégrées ne sont pas mauvaises, entre guillemets. Donc là, l'intérêt de la blockchain, c'est de certifier en fait que les données intégrées ne sont pas en doublon et qu'on peut bâtir un modèle prédictif extrêmement pertinent parce que justement, on n'a aucune donnée falsifiée et falsifiable. Donc c'est super intéressant. Il y a une perspective énorme aussi dans la conjugaison de ces deux technologies. Voilà, donc comme je vous disais, vous avez un cas d'usage très concret avec Contraction. Alors, ils n'utilisent pas forcément de l'IA, mais c'est intéressant parce qu'ils utilisent une technologie de lecture assez simple, finalement combinée à la blockchain, et ça fait que très vite, on arrive à identifier, comme je vous l'ai dit précédemment, si le contrat qu'on a signé, c'est le bon, quoi. Voilà, donc finalement, vous avez une combinaison de blockchain, intelligence artificielle, de BIM, d'Internet des objets qui pourrait permettre d'arriver vers ce qu'on appelle le Graal, les smart cities. Et vous avez une boîte qui est très intéressante, qui est encore en phase bêta, qui cherche en fait à conjuguer toutes ces technologies. Donc vous allez me dire c'est très ambitieux, oui ça l'est, pour finalement créer une identité digitale des villes. Et donc utiliser toutes ces technologies pour dire voilà, quand vous cliquez sur la map et vous allez sur Paris, vous avez des données sur l'éducation, des données sur la pollution urbaine, des données sur la circulation routière, des données sur la santé, des données sur je sais pas moi, la dynamique des commerces, etc., etc. Et en fait, le but, c'est de créer une identité digitale infalsifiable dans laquelle aussi les citoyens peuvent interagir. C'est super intéressant comme projet, donc je vous invite à aller voir, c'est Cities IBC. Et c'est vraiment un projet qui est visionnaire, je pense, encore en phase embryonnaire, mais très intéressant. Et vous avez alors les géants qui s'y mettent. Vous avez toutes ces boîtes déjà. Donc JP Morgan au tout début qui disait Bitcoin ça sert à rien et puis quelques années plus tard qui sort sa propre crypto-monnaie. Vous avez EDF qui a créé la filiale Exaion pour le développement de blockchain et de nœuds notamment. Vous avez HSBC qui s'intéresse au sujet, IBM aussi. Vous avez Bouygues Immobilier chez qui j'ai eu la chance de faire une conférence, mais aussi qui a développé des cas d'usage notamment liés à l'énergie. Vous avez Tesla, alors Tesla qui est assez polémique, n'empêche qu'ils ont quand même pas mal motivé le marché crypto-monnaie et blockchain récemment. Et demain, alors ce qu'il faut comprendre, c'est, alors moi j'ai analysé, il y avait une courbe à l'époque de 2019, ils n'en ont pas fait une aussi pertinente, je trouve, les années suivantes parce qu'elle n'était pas exactement aussi précise sur la blockchain. Et donc en 2019, ils disaient que voilà, d'ici 2021, on arriverait à une phase où on arriverait à un plateau de productivité sur la blockchain et on verrait finalement toutes les phases où ça sert à rien ou toutes les phases où ça sert à quelque chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que généralement avec une technologie, et ce qui arrive avec la blockchain, mais c'est pas grave, en fait, c'est normal, c'est naturel. On a une phase de découverte de la technologie où on est tous waouh, c'est génial, ça va changer le monde. On a une phase un peu où on dit finalement bon ben c'est un petit peu la désillusion parce qu'on est là, on dit ah ouais, en fait, on peut pas faire ça. En fait, ça sert pas à faire ça. En fait, il n'y a pas d'utilité à faire tel cas d'usage. OK. Et en fait, finalement, on arrive à un plateau de productivité. Et c'est nous, ce qui est dit, en tout cas dans Gartner, qui est quand même une référence dans ces études, c'est que la blockchain, elle devrait arriver à un plateau de productivité courant 2021. Et on le voit déjà que c'est effectif dans tout ce qui est crypto-monnaie, etc. Mais je dirais que c'est un premier palier et que des cas d'usage plus profonds, typiquement dans l'immobilier, etc., sont susceptibles d'émerger et de devenir de plus en plus concrets dans les prochaines années. Mais voilà, comme je vous dis, il y a des contraintes aussi techniques. Il n'y a pas d'intérêt parfois à développer une blockchain. Je vous l'ai dit, les blockchains aujourd'hui ne sont pas forcément interopérables entre elles. Donc il y a vraiment il y a vraiment un sujet qui est intéressant et une tendance de fond qui émerge. Il faut quand même notifier certains éléments. Les crypto-monnaies, ça a quand même atteint 2000 milliards de dollars de capitalisation de marché à un moment donné. Et ça équivalait quand même à 2,5% du PIB mondial. C'est pas rien et en même temps, c'est pas énorme non plus, mais il convient quand même de le notifier. Et vous avez quand même une énorme dynamique qui est poussée par l'autorité des marchés financiers et la Commission européenne pour justement faire évoluer cet écosystème et développer, pourquoi pas, un écosystème qui se soustrait partiellement, on va dire, aux contraintes administratives pour justement développer des cas d'usage plutôt très orientés technologie. Et d'ailleurs, soit dit en passant, ces institutions cherchent aussi à s'emparer de ces technologies, mais ça, en l'occurrence, c'est sujet à débat. Voilà. Et la blockchain en 2030, du coup, il est dit, alors je crois que c'est
Pricewater qui a énoncé ce chiffre, que la blockchain, ça représentera 3100 milliards de dollars dans l'économie en 2030. Je terminerai par cette citation: tout ce qui nous entoure sera tokenisé et sera connecté un jour à une blockchain. C'est évidemment un cofondateur de Coinbase, qui est une des plateformes d'échange de crypto-monnaies la plus grosse au monde, mais qui énonce ça, et je trouve ça assez parlant. Voilà, alors du coup, à propos de moi, c'est Aurélien, donc j'ai écrit 3 bouquins sur la blockchain. Le dernier sur l'immobilier que vous voyez tout à droite, qui est en blanc, qui est, j'avoue, assez design, donc édité chez Erol. Les 2 autres, ils sont plutôt assez génériques, ils parlent de cas d'usage en général. Bon, moi, du coup, je suis passé par le MIT et l'INSEC, et du coup, j'ai ma boîte Manager l'innovation. Voilà, voilà. Alors, j'étais un petit peu long, Anne-Charlotte et Christophe, hein, je m'excuse, hein, mais j'avais pas mal de choses à énoncer. J'espère que j'ai réussi à donner un maximum d'informations à l'audience, du coup, et s'il y a des questions, du coup, n'hésitez pas. Ben, écoutez, merci Aurélien, c'était très intéressant. J'ajoute que vous avez été donc le directeur scientifique du dossier du mois d'avril 2021 d'opérations immobilières, donc sur BIM Blockchain, le numérique au service de l'immobilier, donc qui reprend en fait beaucoup de thèmes reprend et approfondit beaucoup de thèmes qui ont été évoqués dans votre conférence. Vous avez, je crois, reçu des questions que je veux. Alors, si vous les voyez pas, on peut échanger dessus. Je les vois, je les vois. Alors, par contre, tac, tac, ouais, alors c'est bon, je vais y arriver. Ok, alors, les NFT dans l'art, un avenir là-dedans, donc de Romain Signon. Je suis très perplexe. Alors, les NFT, donc pour l'audience, enfin pour tout le monde, hein, c'est les non-fungible tokens, hein, donc les tokens non fongibles, en fait, c'est finalement des actifs numériques qui représentent tout ou partie d'une œuvre d'art. D'accord? Donc, par exemple, c'est un petit peu le concept de rareté digitale que je vous ai énoncé tout à l'heure. C'est de dire, voilà, moi, demain, j'ai un ordinateur, je vais sur Illustrator, je crée une illustration et j'inscris cette illustration dans la blockchain et je décide que pour acheter cette illustration, ça vous coûtera tant d'Ether, par exemple, donc tant de crypto-monnaies. Et en fait, le truc, c'est que grâce à la blockchain, on peut certifier que cette œuvre d'art, c'est bien l'authentique. C'est-à-dire que moi, j'ai créé sur Illustrator, Aurélien a créé sur Illustrator, la personne qui va acheter l'œuvre d'art, elle aura évidemment l'image relative à l'œuvre d'art, mais elle aura surtout le code qui est afférent à l'œuvre d'art qui va certifier que si quelqu'un d'autre a simplement une capture d'écran, et ben en fait, il n'aura pas l'authentique, ce sera moi qui ai l'authentique. Donc ça, c'est un petit peu l'approche des NFT dans l'art. Alors maintenant, est-ce qu'il y a un avenir là-dedans? Je pense que c'est la même chose que pour le marché de l'art classique, c'est-à-dire qu'il faut que ça se régule un peu. Je pense qu'il y a un petit peu trop de hype et de folie autour de ça. Il y a un petit peu trop de. Moi, honnêtement, j'ai pas investi dans une œuvre d'art en NFT parce que c'est pas que j'y crois pas, c'est je pense que c'est un peu la jungle et qu'aujourd'hui, il faut fonctionner un petit peu à la manière des marchés de l'art classique, c'est-à-dire les artistes cotés, non cotés, et fonctionner comme ça. Donc, un avenir dans les NFT dans l'art, oui, mais tout dépend de l'artiste. Enfin, si j'ai bien répondu, voilà un petit peu ma réponse, quoi. Du coup, alors, concrètement, comment la blockchain vérifie la résolution des étapes d'un contrat? En fait, simplement, la blockchain, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle ne vérifie pas. Elle permet simplement de dire, on est à telle étape contractuelle, et du coup, on est à telle étape contractuelle. Du coup, cette étape-là, on l'inscrit dans la blockchain. Et nous, vu qu'on a validé entre parties qu'on était d'accord et qu'on avait atteint telle étape contractuelle et qu'on l'inscrit dans la blockchain, ben, quand on reviendra dessus, si par exemple il y a litige, je pourrais dire non mais attendez, ça a été inscrit dans la blockchain, le contrat est inscrit, donc c'est valide. Il y a aussi une autre question. Alors, dans cette question, il y en a peut-être une autre. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu, mais il y en a peut-être une autre du coup. La partie smart contract, en fait, elle est fonctionnelle. Je dirais plutôt si c'est lié à l'informatique. Donc, il faudrait. Ah là, plutôt, c'est des fonctions. Enfin, il y a un développement corollaire à faire, c'est-à-dire potentiellement, je ne sais pas, une fonction qui arrive à. Si par exemple, on est dans le cas du prêt bancaire, c'est une fonction qui arrive à capter que tel montant bancaire est atteint et du coup, automatiquement, ça prélève les fonds, etc. Mais en tout cas, ça, c'est automatisable aussi. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Romain, mais du coup, voilà. Alors, du coup, j'ai aussi une question. Bonjour, peut-on cumuler la fonction d'un token? Oui, bien sûr, tout à fait, Adeline. Oui, oui, c'est ça le principe, en fait. Le principe, c'est de dire que finalement, on peut inscrire plein de choses. Après, encore une fois, c'est une question d'intérêt. Donc, évidemment, on peut cumuler les fonctions d'un token et lier quelque chose à un droit de voir, etc. Bien sûr.
Alors du coup, il y a une question d'Aurore aussi. Je m'interroge sur la question de l'évolution technologique et de la capacité de la blockchain à évoluer avec quelque chose d'aussi pérenne que l'immobilier. Oui, bah, c'est une bonne question, Aurore. Je suis tout à fait d'accord. Et en fait, ça fait un petit peu écho à tout ce que j'ai dit précédemment. Je pense qu'on va voir, et on le voit déjà, qu'il y a beaucoup de cas d'usage qui ne servent pas à grand-chose. Et en l'occurrence, il y a même aussi quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on remarque ça aussi dans pas mal de secteurs avec la blockchain. Mais c'est pas parce que la blockchain est nulle, entre guillemets, c'est simplement parce qu'on passe par une phase où réellement on se rend compte de qu'est-ce qu'on peut produire avec. Donc évidemment, il y a plein de choses qui seront peut-être pas fonctionnelles. La partie transactionnelle que je vous ai énoncée au début, je pense qu'elle a finalement, elle a un avenir partiel parce que réduire les coûts et délais avec la blockchain, ça reste somme toute assez relatif. Ça dépend de plein de choses, quoi. Parce qu'un bien est quand même assez variable dans sa nature même. Mais par contre, des cas d'usage dans l'investissement, ça, par contre, ça me semble avoir un avenir très très pertinent et plutôt justement relatif à la pérennité de l'immobilier. Voilà un petit peu ma perception. C'est un petit peu ce que j'en vois. Et comme je disais, c'est aussi complémentaire, c'est-à-dire que c'est aussi une façon d'apporter un petit peu d'agilité au sein de l'immobilier. Tout à l'heure, je vous parlais du cas d'usage Imeris, hein, donc l'affichage de permis de construire, certifier l'affichage d'un permis. Ben, au lieu de prendre rendez-vous, de faire venir l'huissier, etc., on certifie l'affichage comme ça va potentiellement beaucoup plus vite. Et ça me semble très pérenne. C'est un cas d'usage très simple. Et donc je pense que voilà, ça dépend des cas d'usage. Je ne sais pas si j'ai répondu aussi, Aurore, pareil, hein, n'hésitez pas à me dire si ça vous convient. Alors, y a-t-il une réglementation pour financer par une blockchain? Oui, oui, tout à fait. Alors, il y a vous avez, alors ça pour le coup, vous avez pas mal d'infos pour le coup dans le dernier numéro d'opération immobilière. Il y a un article entier dédié à toute la partie réglementation. Vous avez une réglementation déjà liée à la loi Pacte en Europe et en France, donc ça c'est intéressant. Vous avez une réglementation aussi qui dit que vous pouvez finalement collecter un maximum de 5 millions d'euros pour financer par émetteur pour financer un projet. Donc, mais c'est intéressant hein, parce que une régulation commence à arriver, donc vous avez déjà des éléments sur lesquels vous repérez. Donc, Rony Saint-Charles, du coup, je vous invite à aller voir à la fois le numéro d'opération immobilière. Bon, évidemment, mon bouquin, je vais vous dire, mais même, vous pouvez déjà consulter en amont des infos sur même le site de l'autorité des marchés financiers. Ils ont pas mal de choses et je trouve que leur site est de mieux en mieux fait. Donc, il y a moyen aussi que vous ayez pas mal d'infos là-dessus. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions, il me semble. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Alors, il y en a une dernière qu'on va traiter. Quels sont les pays les plus avancés sur l'utilisation des blockchains dans l'immobilier? Alors, je sais pas si on peut établir un top 10 ou top 3 des pays les plus avancés. Alors, je pense que, bon, déjà les États-Unis, mais ça, c'est peut-être une perception franco-française, je ne sais pas. Mais peut-être les États-Unis, je pense, parce que ils ont quand même un atout, c'est qu'ils, mine de rien, en fait, ils ont un atout, c'est d'avoir un système immobilier qui n'est pas forcément optimisé à fond. C'est-à-dire que nous, vu que c'est déjà pas mal optimisé par le cadastre, on va pas se mentir, il y a très peu d'erreurs cadastrales. Et eux, ils n'ont pas la notion de notaire au sens comme on l'entend nous en France. Donc, ils ont pas mal de cas d'usage aux États-Unis qui sont intéressants, notamment sur le fractionnement des biens. Typiquement, vous n'avez pas besoin de créer une société intermédiaire puisque c'est le bien même qui est fractionné. Donc, c'est quand même intéressant. Après, vous avez pas mal aussi de choses, je pense, qui se développent côté Asie. Je pense notamment à des endroits comme Singapour où il y a des cas d'usage intéressants qui sont développés. Vous avez aussi les Émirats arabes unis qui s'emparent du sujet. Et évidemment, comme j'ai dit au sens large, tous les pays en voie de développement, notamment sur le continent africain. Parce qu'aujourd'hui, on a encore des problèmes, notamment sur le continent africain, à certifier la détention d'un bien, ou tout du moins la délimitation d'un bien qui soit simplement meuble ou non meuble d'ailleurs. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Aurélien. Merci à l'ensemble des participants. Cette conférence a été très riche et, et merci et complète. Merci. On vous donne rendez-vous pour le prochain sujet qui sera dans le courant de septembre et avant d'autres sujets d'opération immobilière ou moniteur juriste. À très bientôt. Merci. Au revoir.